Bienvenue, pensez à deux choses toutes simples. La lumière qui s'allume quand on appuie sur l'interrupteur et la chaise sur laquelle on est assis. A priori, rien à voir, et pourtant, ces deux objets du quotidien sont le résultat de deux mondes de production totalement opposés. Aujourd'hui, on va explorer ces deux univers pour comprendre comment tout ce qui nous entoure est fabriqué. Voilà la question de départ. D'un côté, on a un flux, invisible, constant, impalpable, l'électricité. Et de l'autre, un objet bien solide, artisanal, parfois même unique, un meuble. Alors comment est-ce qu'on pourrait bien appliquer les mêmes méthodes de fabrication à deux choses aussi différentes? La réponse est simple, on ne peut pas. Et c'est justement là que tout commence. Allez, première section. Avant de comparer quoi que ce soit, il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Mettons-nous d'accord sur les bases. C'est quoi, au juste, la production? La production, en fait, c'est un peu de la magie, mais une magie très organisée. S'il y a un seul mot à retenir, c'est celui-ci, transformer. On prend une matière première, disons du bois brut, et à travers une série d'actions, on la métamorphose en un produit fini, comme notre meuble. C'est ce processus de transformation qui va créer toute la valeur. Bon, maintenant qu'on a les bases, intéressons-nous à la première grande méthode. Pour cela représenter, il faut imaginer une rivière qui ne s'arrête jamais de couler. C'est ça l'idée fondamentale de la production en continu, un flux inarrêtable. Le concept est aussi simple que radical, ne jamais s'arrêter. Les usines qui fonctionnent comme ça tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chaque seconde d'arrêt est vue comme une perte d'argent, une perte de productivité. L'objectif, c'est d'avoir un flux parfaitement huilé, une machine qui ne dort jamais. Et là, on voit bien la logique implacable du système. Pour pouvoir tourner non-stop, il faut une automatisation massive. Et qui dit automatisation à ce niveau, dit standardisation. On ne fabrique qu'un seul et unique type de produit, sans aucune variation. Mais attention, on en fabrique des millions, tous rigoureusement identiques. Les exemples parlent d'eux-mêmes. Sérieusement, qui imaginerait une centrale électrique qui s'éteint pour la nuit? C'est impossible. Ces industries fournissent des produits de base, des choses dont on a besoin en permanence. La demande ne s'arrête jamais. Donc, le modèle de production doit suivre ce rythme effréné. Et on arrive au point crucial, le compromis, le deal si on veut. En produisant sans arrêt, on arrive à avoir des coûts par unité qui sont extrêmement bas et une vitesse de production incroyable. Mais, il y a un mais. Le revers de la médaille, c'est un manque quasi total de flexibilité. Changer la moindre petite chose sur le produit est une mission quasi impossible sans tout arrêter. Et l'investissement de départ pour construire ces usines géantes, il est colossal. Allez, on change complètement de décor, on passe à l'approche diamétralement opposée. Si la production continue était une grande rivière, la production discontinuelle serait plutôt un atelier d'artisans super polyvalent, capable de s'adapter et de jongler avec différents projets l'un après l'autre. Ici, le mot-clé, c'est lot ou série. On va fabriquer par exemple 100 unités d'un produit, et puis on arrête la chaîne, on prend le temps de changer les outils, de reconfigurer les machines, et hop, on relance la production pour 50 unités d'un autre produit complètement différent. Les pauses ne sont plus des problèmes, elles font partie intégrante de la stratégie. Le contraste avec l'autre modèle est saisissant. On oublie les millions d'unités identiques, ici on parle de petites ou de moyennes séries, et surtout de produits très variés. La clé de tout ça, c'est la polyvalence des machines. Elles sont pensées pour être reconfigurées facilement, ce qui rend les arrêts non seulement nécessaires, mais aussi totalement stratégiques. Là encore, les exemples sont très clairs. Un boulanger ne cuit pas le même pain toute la journée. Il va faire un lot de baguettes, puis un lot de croissants, puis un autre de pains spéciaux. Et bien sûr, un atelier de meubles, on y revient, qui va fabriquer une série de chaises, puis une table, pour s'adapter aux commandes des clients. C'est l'autre face de la pièce. La flexibilité est l'avantage numéro 1. Elle est totale. On peut créer des produits sur mesure, répondre précisément à la demande d'un client. Mais évidemment, cette personnalisation a un prix. Chaque changement, chaque nouvelle série coûte de l'argent. La production est plus lente, le coût par unité est plus élevé, et l'organisation derrière est bien plus complexe. Ok, on a bien exploré les deux philosophies, maintenant il est temps de les mettre sur le ring, pour le face-à-face final. Voilà un tableau qui résume absolument tout. Ce tableau résume parfaitement le choix fondamental que doit faire une entreprise. D'un côté, la production continue, on sacrifie la flexibilité, on sacrifie la variété pour avoir des quantités massives à un coût imbattable. C'est le monde du pétrole, du ciment. De l'autre, la production discontinue. On accepte un coût plus élevé, des volumes plus faibles, pour obtenir une flexibilité maximale et s'adapter aux clients. C'est le monde de l'artisanat, du meuble sur mesure. Deux stratégies, deux mondes. Alors on pourrait se dire, ok, c'est une théorie intéressante, mais au-delà de ça, pourquoi est-ce que c'est si important de comprendre cette distinction? Eh bien tout simplement parce que ce choix influence directement le prix, la qualité, la disponibilité de tous les produits que nous consommons chaque jour. Au final, tout se résume à cet arbitrage. Un grand dilemme entre deux extrêmes. D'un côté, le volume, l'efficacité, la production de masse. De l'autre, la personnalisation, l'agilité, la flexibilité.
Et le succès d'une entreprise dépend souvent de sa capacité à choisir le bon curseur sur cet axe, en fonction de son marché, de son produit et de ses clients. Et tout ça, ça nous laisse avec une question vraiment fascinante pour l'avenir. Avec les nouvelles technologies comme l'impression 3D, la robotique avancée, l'automatisation flexible, est-ce que les frontières entre ces deux modèles ne sont pas en train de devenir de plus en plus floues? Est-ce que la production de demain ne sera pas capable, finalement, de combiner le meilleur des deux mondes? La question, pour l'instant, reste ouverte.